réveil, vous êtes sur i24 News, c'est le morning, merci d'être avec nous ce matin. Voici les titres de l'actualité. La guerre des nerfs se poursuit à Lausanne. Le délai légal des négociations avec l'Iran est désormais dépassé de 7 heures et aucun accord à l'horizon. Les discussions ont été suspendues cette nuit, elles devraient reprendre dans la journée. Les Iraniens prétendent qu'un accord de principe pourrait être signé dans les heures qui viennent. Les Palestiniens déposent ce mercredi leur première plainte officielle à la Cour pénale internationale contre Israël. Alors comment comprendre ce nouveau chapitre du conflit israélo-palestinien? Explication à suivre. Et puis on parle évidemment ce matin également de cette révolution au Nigeria. C'est finalement l'ancien putschiste Muhammadu Buhari qui remporte la présidentielle contre l'indéboulonnable Goodluck Jonathan. Il s'agit de l'élection la plus serrée de l'histoire du pays le plus peuplé d'Afrique. Enfin, décryptage d'un succès, le Muslim Show, une BD française qui traite de l'islam avec humour, fait un carton sur Internet. Elle est lue au Maghreb, en Indonésie et partout dans le Moyen-Orient. Elle est traduite en 15 langues sur Internet. Seulement voilà, son édition papier vient de sortir en France et crée un véritable malaise. Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à nos invités d'être avec nous. Ali Wakel, notre spécialiste du monde arabe. Daniel Haïk, notre consultant politique. On va tenter de comprendre. Et bonjour à Betsabé. Ce qui s'est joué à Lausanne ces dernières heures, on l'a dit, une guerre des nerfs qui se poursuit. La date butoir était hier à minuit, mais toujours pas d'accord. On fait le point en images. La nuit a été longue à Lausanne et le feuilleton du nucléaire iranien continue. Mardi soir devait être l'épilogue d'un dossier ouvert il y a 12 ans, mais malgré les efforts des grands du monde, l'accord tant voulu par la Maison-Blanche n'a pas vu le jour. Une course d'obstacles, c'est en ces termes que les diplomates parlent de négociations interminables où l'Iran semble donner le tempo. Mais l'Iran se veut conciliante et se disait prêt, hier soir, à poursuivre la discussion avec ses collègues. Nous aurons un accord quand tous les problèmes seront résolus. À l'heure actuelle, tout n'est pas réglé. Et nous cherchons la meilleure solution. Celle qui satisfera tout le monde. Une meilleure solution qui, selon de nombreux observateurs, n'existe pas. Les chancelleries du Conseil de sécurité de l'ONU étaient initialement déterminées à démanteler entièrement le programme nucléaire de la République islamique. Mais elles ont dû se résoudre, face à l'intransigeance des ayatollahs, à considérablement abaisser leurs exigences. Les négociations entre les 5+1 et l'Iran se poursuivront donc ce mercredi. Une poursuite encouragée par les Russes comme par les Américains, mais une poursuite qui laisse sceptique certaines chancelleries. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a quitté Lausanne pour ne revenir, laissait-il entendre, que quand cela sera utile. Nouvelle journée d'attente, dans un dossier sans fin, addition incertaine. Mais qu'il y ait rupture, délai étendu ou accord, il est presque certain que le bras de fer opposant depuis 2003 l'Iran au 5+1 se poursuivra sur plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Et bonjour à notre consultant Christian Mallard, spécialiste des questions internationales. Christian, que se passe-t-il dans les salles de conférence de l'hôtel Beau Rivage de Lausanne? Est-ce que c'est la guerre des nerfs qui se poursuit ce matin? Oui, c'est la guerre des nerfs. Et hier soir, sur l'antenne de i24 News, à minuit, nous étions en direct pour expliquer que Laurent Fabius, avec ses partenaires occidentaux, avait tapé du poing sur la table pour dire aux Iraniens « ça suffit de jouer aux empêcheurs de tourner en rond ». Vous hésitez surtout, vous avancez, vous reculez. Donc, il y avait un ras-le-bol hier soir. Et même un des collaborateurs de Laurent Fabius me disait au téléphone, le deadline, c'est on va rester jusqu'à 5 heures ce matin. Bon, finalement, le ministre a décidé de rentrer pour assister au Conseil des ministres à Paris. Il y reviendra quand ça sera utile, a-t-il dit. Mais on voit bien que c'est un jeu de dupes, c'est un jeu de poker menteur. Je crois que depuis le début, on le sait bien, les Iraniens savent encore une fois de plus s'illustrer en montrant qu'ils savent manipuler, qu'ils savent tricher, qu'ils savent mentir. D'ailleurs, regardez les résultats. Quels sont les deux pays ce matin qui vous disent « Eh bon, on est en principe, il y a un accord de principe sur tous les points clés de la négociation ». C'est l'Iran et l'allié russe. Est-ce que les Américains, ce matin, vous disent « Ah ben, on a avancé considérablement ». Non, et les Américains s'inquiètent parce qu'ils voient bien qu'ils sont face à un jeu de dupes, que les Iraniens ne veulent pas, par exemple, accepter qu'on surveille pendant 10 à 15 ans leur façon de dealer avec l'uranium. Et on voit bien que sur la levée des sanctions, ils sont les plus intransigeants puisqu'ils n'acceptent pas une levée des sanctions qui serait graduelle, de façon à ce qu'on puisse vérifier
qu'ils ne trichent pas dans notre dos. Donc c'est tout un tas de problèmes qui ne sont pas résolus. Alors au mieux, qu'est-ce qui peut ressortir de cette conférence? On dira peut-être, comme on l'a fait les fois précédentes, il y a un accord de principe, on essaye d'avancer, et puis on va repartir pour 3 mois de discussion. Il y a des problèmes de fond, j'en ai peur. Je me trompe peut-être. Alors précisément, les problèmes de fond ne seront pas résolus. Effectivement, rien ne garantit que dans 3 mois, un véritable accord sur ces problèmes de fond seront trouvés. Dans ces cas-là, on fait quoi? On repart à zéro ou on laisse l'Iran tranquillement continuer à développer son programme nucléaire? J'ai peur que l'Iran continue à développer son programme nucléaire. On le voit bien. Le programme clandestin, dont on a parlé depuis le début, puisqu'il y a quand même un certain nombre de centrales comme celle de Fordo ou de Natanz qui produit du plutonium et qui peut mener à la construction de la bombe atomique. Donc, si vous voulez, on va discuter. Je crois qu'il faut éviter la rupture, ça c'est évident. Et donc, on va avoir une sorte d'accord de principe, de façade, encore une fois de plus. On verra ce qui va se jouer dans la journée. Mais j'ai peur que, encore une fois de plus, ça soit un accord de dupes. Restez avec nous, Christian, vous réagissez quand vous voulez. Ali, vous comprenez quoi de la situation? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une annonce dramatique, l'échec des négociations, ou ça n'arrivera pas? Ou plutôt que les négociations vont glisser encore sur les jours à venir. Mais Barbara, il faut, je veux dire un mot qui peut-être ne sera pas aimé ici, il faut admirer l'intransigeance des Iraniens, le fait que les Iraniens traînent ces négociations et apportent la communauté internationale à marcher et à avancer selon le rythme dicté par les Iraniens. Et la chose la plus remarquable, elle n'est pas la plus surprenante, c'est le fait que le ministre des Affaires étrangères russe annonce qu'il y a eu un accord. Donc, une partie des 5 puissances, les 5+1, adopte la position des Iraniens qui a eu un avancement et que c'est les 5+1 qui doivent exprimer un peu plus de flexibilité. Je pense que les Iraniens vont continuer ce rythme et qu'à la fin du jour, ça va être la communauté internationale qui va se plier devant les demandes des Iraniens, notamment en 2 matières. 1, la levée totale et non pas graduelle des sanctions, même si ça va être présenté comme une levée graduelle par l'Occident, et 2, le mécanisme de surveillance sur le programme nucléaire. Vous êtes d'accord avec ça, Daniel? On peut dire que, pour résumer les positions, finalement, les 6 puissances n'ont cessé d'arrondir les angles et l'Iran n'a cessé de durcir le ton? Oui, l'Iran, c'est clair, c'est son intérêt de durcir le ton, mais je crois qu'il y a plusieurs positions ici. Il y a effectivement l'allié russe qui a une position claire, mais il y a aussi la position des Américains, qui est différente par exemple de celle des Européens. Les Européens semblent plus fermes par rapport à la position américaine. On a le sentiment que les Américains, que John Kerry veut tout faire pour parvenir à un accord. Et que lorsque ce matin on est sorti en disant les Européens sont sortis en disant il n'y a pas d'accord, on repart, eh bien les Américains ont dit non, nous sommes là, nous restons, nous continuons à négocier. Donc il y a malgré tout une position des Américains qui tend à aller vers un accord, quel qu'il soit. Et là encore, on va retrouver des cas de figure qu'on connaît ici bien au Proche-Orient, des déclarations de principe, des accords des accords cadres qui ne se traduiront pas dans la réalité ou qui mettront encore beaucoup de temps, pas des mois, mais peut-être même des années avant de se traduire dans la réalité. Et c'est le gain est totalement un gain iranien. Vous êtes d'accord avec ça, Christian Mallard? On ne peut pas parler peut-être d'échec, mais au moins d'un nouveau revers pour la politique étrangère de l'administration Obama sur cette question? Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas parler de rupture. Il n'y aura pas rupture parce qu'une rupture serait catastrophique pour l'ensemble des négociateurs. Ça ne serait pas bon. Mais en même temps, on voit bien ce qui risque de se profiler à l'horizon, c'est un durcissement du Congrès américain qui va dire c'est pas un bon accord, c'est un accord de principe. Les Iraniens vont pouvoir poursuivre leur programme et donc on va voir une lutte qui va s'esquisser entre Obama et, enfin, elle a déjà commencé, mais elle va se prolonger avec le Congrès américain à majorité républicaine. Et puis on le voit bien, ce que vous disiez à l'instant, ce que disait Ali et ce que disait Dominique, à Daniel, les Iraniens sont en train de mener le jeu, d'imposer leur rythme, leur façon de faire, et parce que aussi, en Iran, on attend la levée définitive, la levée intégrale des sanctions. C'est ce que cherchent les Iraniens. Ils ne veulent que ça, la levée des sanctions en échange du minimum de concessions. Donc finalement, au bout du compte, d'une façon ou d'une autre, les Iraniens seront les gagnants. Est-ce que ça sera accepté par Israël? Est-ce que ça sera accepté par les pays chiites?
Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Une réaction, Ali Waqued? Oui, Baba, c'est vrai que les Iraniens ont réussi à diviser les 5+1 en 3 groupes. Un, c'est la Russie, un peu plus avec... oui, c'est la Russie. 2, les États-Unis et les Européens. Ça, c'est un. Mais 2, il ne faut pas sous-estimer aussi la fermeté des Américains. C'est vrai qu'on a l'impression que les Américains sont en train de faire tout pour convaincre les Iraniens à joindre le jeu, mais les Iraniens parient sur un élément, le fait que le guide suprême, Khamenei, est très malade et il est en voie d'être remplacé selon tous les sondages par un représentant de l'aile un peu plus modéré en Iran. Donc pour les Américains, si la date butoir glisse vers juin, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Pour conclure, Christian Mallard, question très simple. Avec cet accord qui a l'air de se dessiner dans un accord cadre, un accord de principe, est-ce qu'il faut être inquiet ce matin à Tel Aviv, à Paris ou un peu partout dans le monde? Oui, il faut être inquiet parce que, si vous voulez, moi j'ai le sentiment que quoi qu'il arrive, les Iraniens arriveront à se doter de la bombe nucléaire. Alors maintenant, la question clé, c'est est-ce qu'ils oseraient attaquer Israël avec leurs menaces verbales que l'on connaît depuis très longtemps? Je ne pense pas. Je suis de plus en plus convaincu que les Iraniens veulent se doter de cette bombe nucléaire parce qu'ils veulent en faire une arme de dissuasion dans la région pour montrer que les chiites sont là et que de toute façon, ils veulent assurer par cette arme de dissuasion la survie politique de leur régime. On sait que c'est un régime qui, s'il s'ouvre demain, il est mort. Donc, ils ont besoin de cette arme de dissuasion. Et je pense qu'ils n'utiliseront que comme ça, parce qu'ils savent que s'ils appuyaient sur le bouton ou quoi que ce soit, ils seraient morts. Donc, je ne pense pas qu'ils en arrivent à cette folie-là. Merci beaucoup, Christian Mallard, consultant diplomatique d'I24 News. Ali, réaction. Oui, Barbara, il y a un seul moyen d'essayer de convaincre les Iraniens de ralentir leur programme nucléaire, c'est de leur accorder la place qu'ils veulent dans cette région par l'Occident, notamment par les États-Unis. Ouais. Vous êtes le premier partenaire de l'Occident dans la région. La question, c'est est-ce que les États-Unis et l'Occident seraient prêts à sacrifier les pays arabes modérés? Mais ça, c'est le seul moyen de faciliter la tâche des Iraniens de continuer leur expansion dans la région. Allez, on va continuer de décrypter cet accord avec vous, messieurs, mais tout de suite, on jette un coup d'œil au grand titre de la presse internationale à ce sujet. Betsabé, quels sont-ils ce matin? Eh bien, écoutez, la presse n'est pas très bavarde ce matin, suspendue donc au résultat de ces négociations qui durent déjà depuis une dizaine d'années, en tout cas 6 jours à Lausanne. Un jour de plus de négociations qui, note le New York Times, vient avec un avertissement de l'administration américaine. Les États-Unis se retireront des négociations si aucun accord n'est obtenu. C'est ce qu'a affirmé Josh Earnest, donc le porte-parole de la Maison-Blanche. Le New York Times soulignant que même si les points les plus difficiles avaient été repoussés à des discussions ultérieures, eh bien cet accord de base est épineux. Et malgré tout, l'administration Obama fait ce qu'elle peut pour freiner le programme nucléaire iranien aussi vite que possible afin de résister contre de nouvelles sanctions qui seraient proposées par le Congrès américain, mais néanmoins en acceptant qu'une levée partielle, graduelle des sanctions. Washington ne veut pas prendre le risque, évidemment, que Téhéran prenne des libertés avec sa part d'obligation. La date butoir repoussée de 24 heures, donc date butoir que les parties s'étaient elles-mêmes auto-imposées, relève le Washington Post, toujours outre-Atlantique, qui souligne la volonté des parties de parvenir à un accord, des négociateurs qui luttent, écrit le journal, pour parvenir à un consensus. Les Washington Post considérant que s'ils s'accrochent, eh bien c'est le signe qu'un accord est possible, en tout cas qu'ils le pensent. Voilà, c'est le ton de la presse, une nouvelle deadline repoussée, c'est un signe positif. Alors le département d'État américain considère qu'il y a assez de progrès qui ont été faits pour donner quelques heures de plus à ces négociations. Peut-on lire sur le site de la BBC que vous voyez sur votre écran, qui tempère néanmoins, même si plutôt on a cru qu'un accord de base avait été trouvé, eh bien encore une fois plusieurs points difficiles, cette unitote demeure. Cette prolongation jette le doute sur la capacité des parties à parvenir à un accord, écrit de son côté le Wall Street Journal, un accord qui pourrait empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire en échange de la levée des sanctions. Donc alors, bon signe, mauvais signe, qu'il y ait accord ou pas, ce qui est sûr, c'est que Téhéran est devenu une puissance
incontournable, écrit le spécialiste Antoine Bazbou. Dans le Figaro, le fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes met ainsi en garde contre l'hégémonie iranienne au Proche et Moyen-Orient, hégémonie qui s'accroît au fil des conflits entre les djihadistes chiites et sunnites, c'est ce qu'on voit notamment au Yémen. Or, dès que les sanctions contre Téhéran seront levées, eh bien Téhéran disposera du gel de 100 milliards de dollars et aura les moyens d'accentuer cette influence, notamment en développant ses arsenaux. Voilà, précisément, on va s'attarder sur cette question des ambitions de Téhéran. Le monde entier se focalise sur son programme nucléaire, mais on se plonge au cœur de ses ambitions militaires, des ambitions toujours plus insatiables. Programme nucléaire évidemment, mais également programme balistique et financement du terrorisme un peu partout dans le monde. Le point en images, signé Mathias Inbar. Un marché de 80 millions de personnes, troisième producteur de pétrole au monde, et des relations étroites avec les plus grandes puissances comme la Chine et la Russie et des États émergents comme l'Inde et le Brésil. Alors pourquoi l'Iran connaît un tel marasme économique ? Certains y verront les effets des sanctions imposées par la communauté internationale, d'autres y pointeront du doigt plutôt les fardeaux de l'économie iranienne et surtout ce pourquoi l'Iran, une fois ces mêmes sanctions levées, inquiète les Occidentaux. Premier fardeau, les dépenses de son programme balistique. Si des milliers de Fajr sont fournis au Hezbollah libanais et au Hamas palestinien, d'autres accords faramineux peuvent inquiéter. En 2009, la Corée du Nord vend au Pasdaran sa technologie de missiles intercontinentaux. Coût pour l'Iran, 11 milliards de dollars. Deuxième fardeau, le budget consacré à l'appareil militaire. Il devrait s'élever à 20,7 milliards de dollars, ce qui représente 23,3% du budget de l'État. Devrait, parce que l'interventionnisme iranien en Syrie aurait déjà coûté au régime de Mollah 17 milliards de dollars. Un budget d'1,5 milliard de dollars serait alloué chaque mois au combat contre les djihadistes et autres rebelles syriens. À cela, il faut ajouter le soutien financier au Hamas de l'ordre d'1 milliard de dollars et les quelques 30 milliards de dollars au Hezbollah au cours des 30 dernières années. Troisième fardeau, le coût de son programme nucléaire. Officiellement, il s'élève à 207 millions de dollars. Selon la plupart des experts, le volet militaire de ce programme controversé serait pourtant évalué à plus de 100 milliards de dollars. Une stratégie agressive qui plombe l'économie iranienne. Avec la levée partielle des sanctions, cela lui donnerait au contraire un poids supplémentaire pour renforcer sa puissance. Ali, l'Iran, libéré de ces sanctions extrêmement lourdes, devient une menace extrêmement importante pour le monde ? Ça dépend qui et comment est-ce qu'on regarde cette question. Les Iraniens sont déterminés à ne pas subir ce qu'ils ont subi sous l'Empire ottoman, voire une majorité musulmane sunnite qui leur domine et qui leur opprime. Donc ils vont employer tous les moyens, que ce soit la bombe atomique ou que ce soit l'expansionnisme au sein du monde sunnite. Mais oui, l'Iran aura un poids beaucoup plus important si jamais ils vont être laissés se doter de la bombe atomique. Mais Barbara, il faut comprendre un élément. Une partie de l'Occident parie sur le fait qu'il y aura un soulèvement auprès de la population iranienne qui pourra empêcher le plan nucléaire iranien. Mais la population iranienne, qu'en majorité, veulent voir les sanctions levées. On sait que le seul prix pour que ces sanctions soient levées, c'est le renoncement du plan nucléaire par les Iraniens. Mais de l'autre côté, il y a une fierté iranienne qui est due à l'histoire des Iraniens, à l'Empire perse, au fait que les Iraniens, ce n'est pas encore une nation dans la région, mais une nation qui avait une histoire très glorieuse et que la majorité des Iraniens veulent voir cette histoire, veulent voir le statut, la position, le poids des Iraniens retourner à ce qu'il est. Mais l'Iran, avec... même au seuil du nucléaire, c'est un Iran qui pesera beaucoup plus sur les pays modérés de la région. Daniel. Je veux dire plusieurs points. D'abord, premièrement, le simple fait que toutes les puissances occidentales, y compris la Russie, donc, soient présentes et négocient pendant si longtemps de manière aussi médiatisée avec l'Iran, fait de l'Iran une puissance régionale incontournable. Ce n'est pas seulement parce que Benyamin Netanyahou a dit hier qu'effectivement l'Iran avait des visées expansionnistes du plateau du Golan jusqu'au Yémen ou de Téhéran jusqu'à Gaza, mais effectivement, quelque part aujourd'hui, dans la perception internationale, l'Iran est une puissance régionale incontournable. Il faut traiter avec elle. Maintenant, je veux revenir aux
Américains. Et rappelé par le discours de Benjamin Netanyahou du 3 mars dernier. On s'est posé la question sur l'intérêt de ce discours. Je crois que quelque part aujourd'hui, si l'on note une forme de, on va dire, de résistance, entre guillemets, de la part des Américains, hein, qui ne cèdent pas sur toute la ligne, eh bien je crois qu'on le doit indirectement ou en partie au moins à ce discours qui a remis le Congrès à la place qu'il mérite et à la responsabilité qu'il a, c'est-à-dire d'essayer de freiner en tout cas les ambitions de Barack Obama. Il faut peut-être rappeler que John Bonner, l'homme qui a invité Benjamin Netanyahou au Congrès, est ici et il rencontre cet après-midi Benjamin Netanyahou. Les Israéliens vont encore essayer de stopper la machine avec l'aide du Congrès ? Oui, quelque part, la stratégie de Benjamin Netanyahou s'avère exacte. Le seul capable de freiner, c'est le Congrès. Ouais. C'est le Congrès. Et on le voit à travers la résistance, une forme de durcissement d'une position américaine de John Kerry aujourd'hui. C'est le résultat d'une sorte de crainte d'une réaction du Congrès ou d'un veto du Congrès américain. Allez, on va se plonger à présent sur les réactions sur Internet à ces discussions qui ont duré jusqu'à hier tard dans la soirée. Est-ce que sur Internet, les équipes de négociation ont réagi, ont live tweeté ? Non, sur Internet, pour l'instant, aucun des négociateurs n'a officiellement réagi à l'accord qui peut-être se dessine après une nuit de déclarations et de démentis, de postures, d'attente, de fébrilité, de fuite et de manipulation. Voilà comment Eric Guevara, qui est journaliste suisse et qui travaille à la RTS et qui était cette nuit dans l'hôtel, suivait cette nuit et a décrit l'ambiance. La seule photo officielle, elle vient du compte Flickr du département d'État américain avec cette image de la vidéoconférence au cours de laquelle John Kerry informe Barack Obama et son état-major de l'avancée des négociations. Et oui, Daniel. Non, juste un petit mot pour dire qu'un expert, un commentateur israélien a résumé cette situation en 3 mots: Lausanne, Téhéran, Balagan. C'est-à-dire en hébreu, Lausanne, Téhéran, la pagaille. La pagaille, la confusion totale en tout cas. Ouais. Et au cœur de la nuit, il y a eu donc cette déclaration à la presse de Javad Zarif, annonce qui laissait deviner un accord pour ce matin. Alors il y a eu 2 sons de cloche sur Internet. Du côté des Iraniens et des Américano-Iraniens, eh bien c'est l'espoir. Negar nous dit qu'elle va se coucher avec de l'espoir de se réveiller avec un accord final. Et puis les rumeurs d'accord ont tourné toute la nuit sur Internet et le ton a été encore plus enthousiaste. Nour, qu'on va voir, parle d'un grand jour pour l'Iran. Au moins, dit-elle, j'espère que toutes les sanctions seront levées. Hadi Jawad, iranien aussi des États-Unis, lui s'exclame « Bénis soient les faiseurs de paix ». Alors c'est un enthousiasme qui n'est pas franchement partagé par tous. Non, il y a aussi de la peur, il y a aussi de l'ironie qui se traduit par une certaine ironie sur Internet. Ghostface dit à ce stade des choses, je ne serais pas surpris si les négociateurs US portaient des t-shirts I love Iran. Pilote, lui, a un mauvais pressentiment, l'impression finalement de laisser faire ceux qui disaient ouvertement tous vouloir nous tuer. Hasni Abidi, lui, analyse ce possible accord comme ceci. Il dit voilà, Obama est en passe de fâcher les 2 alliés historiques de l'Amérique. Mieux, il a réussi à mettre d'accord Israël et l'Arabie Saoudite. Et puis pour finir, vu la prolongation de quelques heures et la date du jour, certains sur Internet se demandent si on n'assiste pas finalement à un mauvais poisson d'avril. Ah oui, on est le 1er avril, effectivement. Eh oui. Non, je pense qu'on doit se rappeler, on a vécu ici en Israël 20 ans de négociations d'Oslo. Et on voit qu'il y a plus de 10 ans de négociations 12 ans de négociations avec les Iraniens. Et on retrouve le même cadre de figure, c'est-à-dire des négociations qui n'en finissent plus. Et une position qui d'un côté ce sont les Palestiniens, de l'autre côté ce sont les Iraniens, qui ne cèdent quasiment rien sur le fond. Et qui finalement, on assiste sur le fond à des concessions et des concessions et des concessions venant de l'Occident, venant d'Israël, et pas d'accord final. Alors, on va parler des inquiétudes justement dans la région. Cet accord aura sans doute une conséquence directe, la prolifération nucléaire dans l'ensemble de la région. C'est un scénario imaginable. La Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite sont déjà dans les starting blocks pour développer eux aussi un programme nucléaire. Explication en images. 1983, le président des États-Unis, Ronald Reagan, lance son initiative de défense stratégique, dite aussi guerre des étoiles. Son projet, la mise en place d'un réseau de satellites capables de détecter et de détruire des missiles balistiques lancés contre les États-Unis. En réponse, la Russie lance également son propre réseau de protection antimissiles. On parle alors de course folle à l'armement. 32 ans plus tard, le danger n'est plus balistique,
mais nucléaire. Face au programme controversé de l'Iran, d'autres pays de la région du Proche et Moyen-Orient revendiquent eux aussi leur droit au nucléaire. La question est de savoir dans quelles conditions. Si Israël, qui officiellement ne possède pas de tête nucléaire, a toujours clamé que le programme iranien est avant tout de nature militaire, d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Égypte se sentent menacés. Le 3 mars dernier, l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud signaient un protocole d'accord pour coopérer dans l'énergie nucléaire. Le nouveau roi Salman projette ainsi de construire 16 réacteurs d'ici 2030 et ne cache pas son intention de se doter de l'arme atomique, selon lui, à des fins pacifiques. Dans le même temps, la Jordanie signait avec la Russie un accord d'un montant de 10 milliards de dollars pour la mise en œuvre de la première centrale nucléaire. La Russie, au cœur de cette course au nucléaire, le Caire et Moscou, signant en février dernier un accord préliminaire pour construire la première centrale électrique nucléaire dans le pays. Alors entre les États-Unis qui ont toujours affirmé que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire et la Russie qui gagne à des parts de marché, la course au nucléaire est lancée dans la région. Allez, on va essayer de conclure ce non-accord pour le moment. Ali, est-ce que cet accord va ouvrir la voie à une course au nucléaire dans la région ? Probablement, surtout en ce qui concerne l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a envoyé un message très clair la semaine dernière en lançant cette campagne au Yémen, l'organisation, la formation de cette coalition arabe contre les alliés de l'Iran. Mais deux, Barbara, pour résumer ce qui s'est passé ces derniers jours à Lausanne, il faut entendre ce qu'a dit un membre de la délégation iranienne qui a dit ce qui évite pour le moment la signature sur un accord, c'est les désaccords au sein des superpuissances et que les superpuissances ont besoin de plus de coordination entre elles-mêmes pour pouvoir signer un accord. Cet accord va jouer sur l'ensemble de l'équilibre régional, sur la sécurité d'Israël aussi. On le voit aujourd'hui, on le voit si effectivement il y a un rapprochement très net entre Israël, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, pour essayer de former un front commun face à la menace iranienne. Effectivement, on est dans une situation d'accord de redistribution des cartes régionales et d'accord ad hoc pour essayer de se défendre. Et là, quelque part, c'est aussi, et je le répète, je l'ai déjà dit, c'est aussi le résultat d'une diplomatie américaine qui a échoué et qui ne comprend pas le Proche-Orient. Mais entre les lignes, quand les Iraniens, il y a quelques semaines, ils ont dit qu'ils seront capables d'armer non pas le Hamas seulement à la bande de Gaza, mais aussi les milices palestiniennes en Cisjordanie. Donc l'Iran envoie un message qu'elle est capable de bouleverser à nouveau les cartes dans la région. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter cette situation non moins confuse ce matin. On a essayé de faire de l'ordre en tout cas avec vous, Daniel. On vous retrouve juste après un nouveau journal. On parlera de ce dépôt de plainte des Palestiniens. C'est une première dépôt de plainte officielle à la Cour pénale internationale contre Israël. C'est un nouveau chapitre dans le conflit israélo-palestinien. On essaye de le décrypter. Donc juste après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On va parler dans un instant avec vous, Daniel, de cette première plainte officielle déposée aujourd'hui par les Palestiniens contre Israël à La Haye, à la Cour pénale internationale. Mais avant cela, Maurice, on jette un coup d'œil aux grands titres de la presse du Moyen-Orient ce matin et on reparle évidemment de cet accord, non-accord avec l'Iran. De l'accord avec l'Iran. Alors, Yediot Ahronot titre Lausanne, la guerre des nerfs, et on comprend pourquoi. Après 6 jours de discussions intenses, les grandes puissances et l'Iran ont décidé de se donner 24 heures. Mais les Occidentaux menacent de quitter les négociations si Téhéran n'assouplit pas ses positions, affirme Yediot Ahronot. Les Iraniens affirment de leur côté qu'un accord de principe a été trouvé hier sur la levée des sanctions, mais révèle la raison du blocage. Les pourparlers ont porté aussi sur le stock de missiles balistiques iraniens et la Téhéran s'est montré beaucoup moins flexible, affirme Yediot Ahronot. Allez, un titre ravageur pour le Israël Hayom qui parle presque de marchand de tapis. Il parle de souk perse à Lausanne. Perse à Lausanne, un délai se doit d'être respecté, affirment les Occidentaux réunis à Lausanne, et pas un marché perse. En tout cas, le bras de fer et les coups de bluff continuent. Kerry est prêt à continuer à tout prix, apparemment pas les Européens. Mais les Iraniens, eux, ne sont pas sous pression, affirme le quotidien, et ils sont prêts à négocier autant qu'il le faudra, disent-ils. Consolation, Obama fait un geste vers les opposants à l'Iran et relance l'aide militaire américaine
à l'Égypte. Le Haaretz, lui, a choisi de titrer sur la menace des Occidentaux de quitter Lausanne. Oui, mais ce qu'il faut voir dans Haaretz, c'est surtout l'édito de Zvi Barel. Nos frères yéménites, titre-t-il, et pose cette question: comment les Occidentaux peuvent négocier à Lausanne avec les Iraniens, alors que dans le même temps, les Houthis, soutenus par Téhéran, complètent la conquête du Yémen. Netanyahou a raison de poser la question, dit-il, mais le Yémen n'est pas la seule victime. Obama a fermé les yeux sur la Syrie, le Nigeria et la Crimée. Cette indifférence de la communauté internationale, souligne Zvi Barel, est aussi une bénédiction pour Israël et sa politique dans les territoires palestiniens. Et dans la presse iranienne, ce titre révélateur de l'Iran Daily qui choisit de s'occuper des combats en Irak. Exactement, l'Iran a l'œil sur les développements en Irak et félicite les forces armées irakiennes pour la libération de Tikrit. C'est une félicitation officielle puisque la porte-parole de la diplomatie iranienne ne manque pas de souligner le soutien effectif et inconditionnel que la République islamique dispense au gouvernement et au peuple irakien. Une façon diplomatique et élégante d'évoquer le soutien en artillerie et en conseillers fournis par Téhéran à l'Irak. Voilà, et l'Égypte Independent revient, lui, ce matin sur les combats au Yémen. Le Yémen, oui, le quotidien égyptien Independent fait état de violents combats au Yémen entre les forces saoudiennes et les milices houthis. Selon des témoignages de tribus au nord du Yémen, des échanges d'artillerie et de roquettes ont eu lieu à plusieurs secteurs de la frontière entre les deux pays. De plus, les combats font rage dans les alentours d'Aden, dernier bastion des forces loyalistes. Le ministre yéménite des Affaires étrangères appelle désespérément à une intervention armée des forces arabes alliées. Voilà, et Lachar al-Assad revient lui aussi sur ce conflit. Toujours le Yémen qui intéresse beaucoup plus la presse arabe que l'Iran. Le quotidien saoudien Lachar al-Assad affirme que la marine de guerre saoudienne impose un blocus total sur les ports du Yémen. Les miliciens houthis ne peuvent donc plus recevoir de ravitaillement et de renforts par la mer. Sur le terrain, les observateurs estiment qu'une offensive terrestre est imminente pour repousser totalement les Houthis. À noter que le Pakistan a rejoint les forces de la coalition qui, avec l'Arabie saoudite, lutte contre les Houthis. Et on termine par le quotidien libanais, L'Orient le Jour, qui revient, lui, sur cette plainte déposée ce matin par les Palestiniens à la CPI. Oui, mais L'Orient le Jour pose une question. Le jeu en vaut-il la chandelle? L'autorité palestinienne devient aujourd'hui membre de la Cour internationale de justice. Une arme à double tranchant, souligne L'Orient le Jour, qui estime qu'Israël pourrait à son tour poursuivre le Hamas pour crimes de guerre. Ceci pourrait court-circuiter ou presque l'offensive judiciaire des Palestiniens qui devraient répondre aux accusations israéliennes. Des démarches interminables, affirme le quotidien libanais, alors que le processus de paix moribond serait alors totalement enterré. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ce que je voulais souligner. Ce sont deux points importants concernant cette Cour pénale internationale. D'abord que le traitement de chacun des cas est extrêmement lent. Cela peut prendre des mois et certainement même des années avant que l'on obtienne un verdict et que finalement, surtout, cela peut se retourner contre les Palestiniens eux-mêmes puisque les Israéliens pourront aussi déposer des recours devant cette Cour pénale internationale pour crimes de guerre, pour attentats terroristes. On va s'y plonger dans ce sujet, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Les Palestiniens déposent donc leur première plainte officielle aujourd'hui à la CPI, la Cour pénale internationale à La Haye. C'est un collectif d'avocats qui va déposer en tout une centaine de plaintes, vous l'avez dit, contre plusieurs dirigeants israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les explications de Julia Galantia. Un pas de plus dans la confrontation diplomatique et judiciaire engagée en 2014 par l'autorité palestinienne contre Israël. La Cour pénale internationale était brandie de longue date comme l'une des armes ultimes des Palestiniens. C'est désormais chose faite, la Palestine devient membre de la CPI et veut poursuivre les dirigeants israéliens. De premières plaintes seront déposées dès ce mercredi. On parle d'une centaine de dossiers. Car Ramallah est pris en étau. La semaine dernière, Mahmoud Abbas a tenté d'interpeller à nouveau le monde arabe sur la cause palestinienne, mais cette fois sans succès. La priorité était au Yémen et à la formation d'une armée arabe. Le chef de l'autorité palestinienne a pourtant prononcé un discours virulent et long, 3 fois plus long que celui du président égyptien ou encore du roi saoudien. De l'autre côté, le gouvernement israélien, qui s'annonce bien ancré à droite, n'est pas pressé de reprendre les négociations.
Du coup, pour Saeb Erekat, négociateur palestinien, le programme est clair. Menace de remise en cause de la coopération sécuritaire avec Israël, demande de reconnaissance unilatérale de la Palestine au Conseil sécuritaire de l'ONU et ce matin, dépôt de dossier à la Cour pénale internationale. L'autorité palestinienne va entre autres demander à La Haye d'émettre un mandat d'arrêt contre l'ancien ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. Objectif de toutes ces mesures, accentuer la pression sur Israël. Mais c'est une démarche aux conséquences incertaines. Les dossiers seront-ils suffisamment fournis pour être jugés? Les preuves apportées seront-elles crédibles et suffisantes? En Israël, on souligne que cette démarche est à double tranchant et que cette adhésion pourrait se retourner contre Ramallah sur le délicat dossier du soutien au terrorisme. Alors Daniel, très concrètement, d'abord, est-ce qu'un jour, Binyamin Netanyahou ou d'autres dirigeants israéliens pourraient comparaître à La Haye? Théoriquement, oui. Mais cela semble très peu probable. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la conjoncture internationale actuelle, il est peut-être plus préoccupant de savoir si les Américains vont imposer un veto à une demande palestinienne de reconnaissance d'un État palestinien devant le Conseil de sécurité plutôt que de craindre un verdict de la Cour pénale internationale. Ça va prendre, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de temps. Et puis Israël a donc des armes juridiques pour riposter à ce genre de démarche. Et les Palestiniens risquent de ne pas sortir vainqueurs de cette démarche. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que, en fait, il y a 3 mois, en fait, lorsque les Palestiniens ont entamé cette démarche auprès de la Cour pénale internationale, la réaction israélienne a été de geler les avoirs palestiniens, ces fameuses sommes de TVA, ces plusieurs millions centaines de millions de shekels qui ont été gelés. Il y a 3 jours, Israël, Binyamin Netanyahou a décidé de refournir, de verser à nouveau, de les restituer ces taxes. Et finalement, on voit que les Palestiniens poursuivent leur démarche. Selon certaines sources palestiniennes, si le gouvernement élu à Jérusalem avait dû être un gouvernement de gauche, c'est-à-dire présidé par Yitzhak Herzog, alors peut-être qu'ils auraient suspendu cette démarche, on ne sait pas, c'est ce que certaines sources palestiniennes affirment, mais là, puisque c'est un gouvernement de droite, la position des Palestiniens est d'aller jusqu'au bout à ce niveau-là. Netanyahou tente tout de même de calmer le jeu, notamment après ses déclarations sulfureuses pendant la campagne électorale sur le fait qu'un État palestinien ne verra jamais le jour. Vous l'avez dit, Israël restitue ses taxes aux Palestiniens. Israël a également gelé 2 projets de construction derrière la ligne verte ces derniers jours. Est-ce que c'est trop tard pour les Palestiniens? Non, je pense que c'est un jeu une sorte de bras de fer entre les deux, entre les Israéliens et les Palestiniens, et de savoir qui va gagner dans une perspective où, quoi qu'il en soit, il faudra envisager une reprise des pourparlers. Je crois que même Binyamin Netanyahou en est conscient. Il n'aura pas le choix. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'écarte pas, comme il l'a dit hier, toutes les portes sont ouvertes mes portes sont ouvertes pour accueillir l'ensemble des formations qui sont représentées à la Knesset, c'est-à-dire y compris l'Union sioniste. Donc c'est possible que Binyamin Netanyahou comprenne qu'il est dans une situation diplomatique un peu périlleuse. C'est clair aussi que les Palestiniens se servent de cette Cour pénale internationale comme levier de pression sur les Américains, sur la communauté internationale, pour qu'ils convainquent Binyamin Netanyahou de revenir à la table des négociations. Donc tout ça, c'est une affaire de bras de fer et de levier de pression entre Israël et les Palestiniens pour essayer de réenclencher le processus. Alors vous l'avez dit, autre levier de pression va se jouer devant une autre instance internationale, au Conseil de sécurité de l'ONU, avec un nouveau projet de résolution pour mettre fin au conflit avec un calendrier très précis. La France l'annonce ce matin, elle va déposer cette résolution dans 12 jours exactement à New York. Ce n'est pas une véritable surprise. On se souvient que les Palestiniens avaient fait un dépôt de demande, que la résolution à l'époque avait été considérée comme trop radicale pour qu'elle puisse avoir une chance de passer. Depuis, le Conseil de sécurité, la composition du Conseil de sécurité s'est modifiée en faveur des Palestiniens. Et aujourd'hui, si c'est une demande française, eh bien, elle a plus de chances d'aboutir. Et il est clair que dans ce cas de figure, il est possible, en tout cas, il n'est pas clair, il est possible que l'administration Obama, comme elle l'a sous-entendu, puisse ne pas, comme sous forme de menace, puisse ne pas imposer son veto. Ce sera intéressant de savoir, et peut-être qu'il y a là des liens diplomatiques entre la position américaine dans le dossier iranien, la position française dans le dossier iranien, et ce qui se passe. Voilà, tout est lié. Et ce qui va se passer devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais c'est certainement plus préoccupant que ce qui risque de se passer dans la Cour pénale internationale. Oui, notez tout de même que le projet français prévoit un débat sur le principe des lignes de 67 avec, et c'est ainsi une insistance là-dessus, échange de territoire. Et là encore, les Palestiniens, c'est pas sûr qu'ils acceptent ce principe.
Oui. Bon, évidemment, on continuera de suivre ce dossier palestinien. Hier, fête politique, démocratique en Israël. Le Parlement israélien, les 120 députés de la 20e Knesset ont donc prêté serment à Jérusalem. Parmi eux, 39 petits nouveaux et un Premier ministre qui rempile pour un 4e mandat. Regardez. La 20e Knesset n'a pas encore commencé ses travaux, mais ce mardi, ces 120 députés ont été intronisés. 120, donc 40 nouveaux élus et près de 29 femmes, soit un quart de l'Assemblée. Chacun a prêté serment à tour de rôle, puis le député travailliste Amir Peretz a pris la parole. Le temps de quelques dizaines de minutes, il eut le privilège de diriger la Knesset et cette séance très protocolaire. L'occasion d'interpeller le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Il vous revient de puiser dans toutes vos ressources pour que le monde occidental, et en priorité les États-Unis, se tiennent à nos côtés avec force et détermination, comme ils l'ont fait ces dernières années. Et face à l'axe Lausanne, Iran, Yémen, il vous revient de bâtir l'axe Riyad, Amman, Ramallah, Le Caire. Après avoir entonné l'hymne israélien dans l'hémicycle, les députés de la Knesset se sont retrouvés dans la salle Chagall en présence du président de l'État, Reuven Rivlin. Pour inaugurer son 4e mandat comme Premier ministre, Benjamin Netanyahou a prononcé un discours attendu. Au moment où les négociations doivent rendre leur verdict à Lausanne, il a de nouveau insisté sur la menace nucléaire iranienne. Ce que je dis ici, de nombreux pays de la région l'approuvent. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais d'une grande partie d'entre eux. Ces pays comprennent la menace iranienne et voient à leur porte d'autres menaces provenant de l'islam radical. La cérémonie d'investiture de la 20e Knesset s'est achevée en musique et par un toast donné par son président Yuli Edelstein. Le Parlement israélien reprendra ses travaux dès la formation du nouveau gouvernement. Déjà, ses premières séances s'annoncent agitées. Un projet de loi porté par le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beitenu, vise à imposer la peine capitale aux terroristes. Alors Daniel, le Parlement israélien est donc officiellement constitué, en revanche, toujours pas de gouvernement. Oui, c'est fréquent, cela arrive à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, une nouvelle Knesset, eh bien, elle prête serment avant la formation du gouvernement. Cela va prendre encore quelques semaines. Il y a la trêve pascale qui va rentrer en vigueur dans les quelques prochains jours. Le gouvernement Benjamin Netanyahou a encore 3 semaines pour former son gouvernement. Il est possible que cela prenne encore 2 semaines supplémentaires, comme la loi le lui permet. La grande question de savoir est-ce que Benjamin Netanyahou va former non pas un gouvernement d'union nationale, parce qu'on préfère actuellement parler d'un gouvernement élargi. Est-ce qu'il va aller plus à gauche que le parti de Moshe Kahlon, Kulanu? Est-ce qu'il va essayer de séduire l'Union sioniste pour lui permettre de lui demander de rejoindre la coalition gouvernementale? On pourrait avoir un indice par la position très ferme que Benjamin Netanyahou adopte envers le parti de Naftali Bennett, le foyer juif. Il y a des négociations, mais extrêmement dures. Benjamin Netanyahou ne veut pas céder, alors qu'il sait que qu'il doit son élection en partie à Naftali Bennett, qui a déplacé une partie de ses mandats en sa faveur, qui lui a sacrifié une partie de ses mandats. Ouais. Mais pour l'instant, il n'est pas impossible que justement, face aux défis internationaux qui se présentent, dont on a parlé aujourd'hui, l'Iran, le CPI, la CPI, le Conseil de sécurité, eh bien Benjamin Netanyahou comprenne qu'il a besoin, on va dire, d'une caution modérée, d'une caution de gauche, de centre-gauche, qui lui accorderait à son gouvernement une forme de légitimité internationale. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. Merci, Maurice. À suivre, après un nouveau journal, on parlera de ce véritable drame politique qui s'est joué au Nigeria. C'est finalement l'ancien putschiste Muhammadu Buhari qui remporte la présidentielle contre celui qu'on pensait indéboulonnable, Goodluck Jonathan. Il s'agit de l'élection la plus serrée de l'histoire du pays le plus peuplé d'Afrique. On y revient après un nouveau journal.
retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Direction le Nigeria avec ce véritable drame politique. C'est finalement l'ancien putschiste Muhammadu Buhari qui remporte la présidentielle et il évince celui qu'on pensait indéboulonnable, Goodluck Jonathan. Il s'agit de l'élection la plus serrée de l'histoire du pays le plus peuplé d'Afrique, résumé en images. Des acclamations de joie, c'est ainsi qu'a été accueillie la nouvelle dans ce quartier de Kaduna, en plein cœur du Nigeria. Des milliers de partisans de Muhammadu Buhari sont descendus dans les rues pour célébrer la victoire de leur nouveau président. Ils espèrent maintenant le changement. Nous sommes dans la rue parce que nous sommes heureux, nous devons changer le Nigeria. Beaucoup de choses se sont passées, nous n'en sommes pas contents, beaucoup de nos enfants ont été tués, nos enfants n'ont pas de travail. Nous voulons changer le pays, nous voulons un tournant, nous voulons que les choses changent. Nous avons essayé avec d'autres partis, maintenant nous voulons essayer avec APC. Si ça ne se passe pas bien, nous les mettrons dehors. À 72 ans, Muhammadu Buhari, ancien putschiste, se définit lui-même comme un nouveau converti à la démocratie. Il avait déjà pris le pouvoir par la force en 1983 avant d'en être chassé 2 ans plus tard. De lui, on se souvient son caractère autoritaire, une fermeté qui lui a peut-être servi à être élu, car c'est sur les promesses de mettre fin à la corruption et d'être intransigeant face à Boko Haram qu'il aura finalement été élu, alors qu'il se portait candidat à l'élection présidentielle pour la 4e fois. Mardi soir, le président sortant aurait reconnu sa défaite. Jonathan Goodluck était vivement critiqué pour avoir tardé à agir contre les violences du groupe islamiste Boko Haram, des critiques qui lui ont probablement coûté son poste. Et bonjour à Fiacre Vijinjinou, notre correspondant en Afrique. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que ces résultats ont créé la surprise au Nigeria? Alors, dès l'annonce de la victoire du général Muhammadu Buhari à la télévision, à Lagos où je suis, on a entendu une grande clameur dans toute la mégalopole. Des feux d'artifice ont été lancés dans les quartiers populaires de Bandele et d'Ikeja. Dans les rues, les partisans du nouveau président ont laissé exploser leur joie à pied, dans des tripoteurs et même à cheval. Les restaurants et les bars ici ont été pris d'assaut jusqu'au petit matin. C'est la délivrance. Nous attendions les résultats, la peur au ventre, la peur de voir s'embraser notre pays si Boko Haram confisquait le pouvoir, m'a confié un jeune militant du Congrès progressiste APC qui soutient Buhari. La télévision nationale a montré tout au long de la nuit des scènes de liesse populaire à Kano, la plus grande ville du nord du pays, où des milliers de Nigérians sont descendus dans les rues de Kano. La plus grande, en plus un défilé de scooters et de voitures, tout feu allumé, faisait des rodéos. On a dansé toute la nuit au centre de Balayette, le symbole de l'APC. Oui. À Abuja, la capitale fédérale, une foule de militants est restée toute la nuit devant le siège du parti à festoyer. Jonathan a téléphoné au général Buhari déjà hier pour le féliciter et reconnaître sa défaite dans un communiqué du public hier soir par le staff de campagne de M. Jonathan. Il dit, je dis, je remercie tous les Nigérians pour l'immense opportunité qui m'a été donnée à diriger ce pays. Aucune ambition personnelle ne vaut le sang d'aucun Nigérien, a-t-il ajouté. Fin de citation. Voilà, et donc pour conclure, Fiac, c'est donc l'espoir qui règne ce matin au Nigeria, un espoir notamment de voir la situation changer face à Boko Haram. Alors, le plus dur commence pour cet ancien putschiste reconverti à la démocratie. Il fut le chef de la junte militaire qui a dirigé le pays entre 1983 et 1985. Juste 2 semaines, quand je le rencontrais à Lagos en pleine campagne, il me disait qu'il a principalement 2 priorités extrêmement urgentes. Éradiquer le phénomène Boko Haram qui a fait 13 000 morts en 6 ans et juguler la corruption. Le reste vient tout seul reconstruire le pays, lorsqu'on aux jeunes en les aidant à s'insérer, donner aux populations un système sécurisé d'accès aux soins de santé. Il faut dire que l'élection de ce Peul de 72 ans, originaire du Nord, à majorité musulmane à la tête du État nigérian, a fait 3 échecs successifs, est chargé de symboles puisqu'il s'agit de la première alternance démocratique depuis la fin des dictatures militaires au Nigeria il y a 16 ans. Merci beaucoup, Fiacre, d'avoir été avec nous ce matin. Et on jette tout de suite un coup d'œil à la presse internationale. Betsabe, évidemment, le Nigeria fait les gros titres. Et oui, Buhari remporte la présidentielle au Nigeria, un tournant historique. On parle de la première alternance démocratique au Nigeria, souligne Le Monde, et d'autant démocratique que Buhari est fort d'une réputation d'intégrité. Il a d'ailleurs promis de lutter contre la corruption et de rompre avec la passivité
passivité des autorités précédentes vis-à-vis de Boko Haram. Alors, qui est Mouhamadou Bouhari? Jeune Afrique nous dresse une sorte de portrait façon les nuls sur son parcours et sa vie. Sachez par exemple que ce musulman originaire du Nord, il a d'ailleurs massivement récolté les voix du Nord, eh bien, est le dernier de 23 enfants tout de même, lui-même père de 10 enfants, mais c'est aussi un militaire à poigne. Et oui, alors qu'il était chef de la junte en 83, eh bien, la méthode Bouhari a été réputée pour être très rude. Allez, autre titre, ce sont ces nouveaux développements sur le crash de l'A320. Oui, avec cette info révélée par la Lufthansa, Andreas Lubitz avait informé la compagnie de sa dépression. C'était en 2009. Il avait informé l'école de pilotage de l'entreprise qu'il avait connu un épisode dépressif sévère. Et puis du nouveau, toujours avec une vidéo aussi, Barbara, prise par un téléphone portable, tandis que l'avion se précipitait vers cette montagne. Le dit téléphone portable a été retrouvé dans les décombres par une source dite proche de l'enquête. Une vidéo qui montrerait, selon Paris Match, qui a pu visionner cette vidéo, que oui, les passagers avaient conscience de ce qui allait leur arriver. La scène est trop chaotique pour qu'on puisse reconnaître qui que ce soit, mais les cris des passagers révèlent qu'ils étaient parfaitement conscients de ce qui arrivait. On entendait « mon Dieu » dans plusieurs langues, on entend plusieurs coups d'objets métalliques aussi, probablement le pilote qui essaye d'ouvrir cette porte du cockpit. Et vers la fin, après une secousse plus forte, eh bien, les cris s'intensifient et puis plus rien. Direction le Royaume-Uni à présent avec cette conférence sur le droit d'Israël à exister annulée. Oui, le droit international et l'État d'Israël, légitimité, responsabilité et exceptionnalisme. C'est le titre de cette conférence qui se proposait de débattre de la légitimité de l'État hébreu qui devait se tenir à la mi-avril, donc dans cette faculté de droit de Southampton, sauf que une pétition signée par plus de 6000 personnes condamnant une conférence antisémite a eu raison de l'événement, raconte le Guardian. L'université l'a annulé pour des raisons dites de sécurité. Alors, les organisateurs dénoncent quant à eux une atteinte à la liberté d'expression et regrettent ce débat unique qui se référait au droit international, disent-ils. Alors, une contre-pétition a même été signée par plus de 800 personnes, parmi lesquelles le professeur de loi et de philo Oren Bendor, qui a grandi en Israël, qu'il décrit d'ailleurs comme un état d'apartheid, qui dénonce des pressions qu'il qualifie, lui, de politique. Et on parle de liberté de la presse également, ça se passe en Turquie, les questions du président. Oui, un président déjà accusé de dérive autoritaire dans l'exercice de son pouvoir depuis quelques temps, comme le relève RFI, mais Erdogan n'a pas vraiment l'air de s'en soucier ni d'avoir beaucoup d'humour. D'ailleurs, 2 caricaturistes ont été condamnés à 11 mois de prison ferme pour avoir signé la une de l'hebdomadaire satirique Penguin, sorte de Charlie Hebdo, représentant le président devant son palais dans une attitude jugée dégradante. Alors la sentence n'a pour l'instant pas été appliquée, mais d'ailleurs, précise Jérôme Bassion, correspondant depuis Istanbul, si les 2 dessinateurs devaient aller en prison, ce serait du déjà vu, quand bien même la justice turque condamne régulièrement ce qu'elle considère comme des insultes au président. Je dis bien régulièrement, et oui, depuis qu'il a été élu président, Erdogan a ainsi ouvert quelques 90 plaintes pour insultes. Ça fait une moyenne d'une tous les 2 jours. Quand même. Voilà. Rien de neuf sous le soleil. Une affaire de corruption à présent, elle touche les agents fédéraux américains. Oui, pas n'importe quelle corruption, non seulement des cadeaux de luxe, des gros billets, des armes, mais aussi des parties fines, et oui, dispensées par des cartels colombiens dont ont bénéficié donc les agents fédéraux américains en poste en Colombie. Un rapport de justice rapporté par Politico et repris par Courrier International raconte ainsi que les faits délictueux remontant aux années de 2005 à 2012 concernent particulièrement les agents de la lutte anti-drogue, même si le FBI lui aussi est touché par cette corruption. Alors d'anciens membres d'une unité spéciale expliquant même dans un hebdomadaire local, donc en Colombie, lorsqu'on chopait un narco ou un chargement, les agents de la DEA prenaient de l'argent saisi dans l'opération pour organiser des fêtes. Elle se déroulait en général avec 10 ou 15 prostituées qu'on appelait par téléphone. C'est comme ça qu'on célébrait l'arrestation d'un narco. Et oui, on s'amuse bien en Colombie. Oui. Et on termine par des nouvelles de l'animateur télé Thierry Ardisson qui mène un combat
éliminer tous les kebabs dans le quartier de la Tour Eiffel. Exactement. Alors, il s'agit plus précisément de la rue de Rivoli. Habitant du 1er arrondissement, Thierry Ardisson veut sauver, dit-il, les arcades de la rue. Alors, l'animateur de télévision est tellement mortifié par la multiplication des fast-foods et des autres commerces de souvenirs qu'il a créé à la fin de l'année dernière l'association de défense des arcades Rivoli. Et le Parisien relève en effet qu'en face du Louvre et des Tuileries se succèdent sur plusieurs centaines de mètres des étalages de Tour Eiffel à 1 euro, de t-shirts, de casquettes, etc. Tous frappés de la mention Paris, sans compter les marchands de sandwich, hot dog et panini qui prolifèrent. Alors, grâce à un décret datant de 1852, eh bien, qu'Ardisson a retrouvé, interdisant notamment l'installation rue de Rivoli d'artisans dont l'État nécessite l'usage d'un four, eh bien, il pourra faire valoir devant la justice que l'utilisation des micro-ondes dans ces boui-boui n'est pas conforme à la loi. Merci beaucoup, Betsabé. On s'arrête à présent sur cette loi. Ça se passe aux États-Unis, une loi sur la liberté de religion dans l'Indiana qui a provoqué la colère des communautés, des associations de défense gays et lesbiennes. Elle pourrait, selon ses détracteurs, permettre aux entreprises de refuser tout simplement les clients homosexuels au nom de leurs croyances religieuses. Julia Ganantia. Le républicain Mike Pence, gouverneur de l'Indiana, a ratifié une loi très controversée lors d'une cérémonie à huis clos jeudi. Le texte, appelé loi de restauration de liberté de religion, autorise les entreprises ou leurs patrons à invoquer leurs croyances religieuses dans l'exercice de leur activité à compter du 1er juillet. Ce n'est pas une résolution contraignante et de ce point de vue, elle n'a aucune substance pour être effective. C'est tout de même une opportunité de faire entendre notre voix et de dire qu'à Indianapolis, nous représentons tout le monde. Concrètement, la nouvelle loi permettra notamment aux photographes, fleuristes et pâtissiers chrétiens de refuser de participer à un mariage homosexuel. Elle permettra en outre à une entreprise chrétienne de refuser à un homme d'utiliser les toilettes des femmes. Pour les militants de la cause homosexuelle, il s'agit d'un feu vert à la discrimination. De nombreuses voix se sont élevées contre le texte après sa promulgation. Indiana m'a totalement adopté. J'y ai passé beaucoup de temps dans les championnats, les Jeux panaméricains et je me suis senti totalement intégré dans cette ville. Alors je ne pense pas que cette loi reflète bien Indianapolis, mais vous savez, en même temps, une telle législation est discriminatoire et haineuse. Le patron d'Apple, Tim Cook, a exprimé son profond mécontentement sur Twitter et a appelé le gouverneur de l'Arkansas à poser son veto à une loi similaire en préparation. D'autres célébrités comme Ashton Kutcher ou Miley Cyrus ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Avec sa loi de restauration de liberté de religion, l'Indiana est le 20e État à adopter une version d'une loi votée sous Bill Clinton en 1993 et qui rend illégal d'entraver substantiellement la liberté religieuse d'un individu. Et on termine par un détour par Singapour. Daniel, c'est le pays où l'émission Focus posera ses valises ce soir. Et tout à fait, Barbara. Alors j'ai perdu un peu ma voix, mais vous m'excuserez. Pour Focus, on fera tout et n'importe quoi. Donc oui, on a pris la direction de Singapour cette semaine, après le décès de Lee Kuan Yew, ce père fondateur de l'archipel, le premier ministre que l'archipel a eu en 1959. C'est un visionnaire, un architecte de Singapour moderne, comme beaucoup l'appellent. Il en a fait un centre régional en seulement 30 ans. Il faut dire que c'est vraiment spectaculaire. Je vous propose d'écouter un journaliste singapourien qu'on a interviewé dans Focus qui nous parle justement de ce leader. Question, Monsieur Balji, comment vous expliquez ce culte de la personnalité autour de Lee Kuan Yew? Eh bien, je pense qu'il suffit de regarder Singapour. Les gratte-ciel, une ville très bien organisée, un pays sans criminalité, une puissance économique. Ce sont quelques exemples de choses que l'on peut voir et que Lee Kuan Yew a construit. Mais il y a encore un autre élément dont on ne parle pas beaucoup. Le fait que M. Lee ait introduit une philosophie anticorruption dans presque tous les aspects du gouvernement, mais aussi de notre vie quotidienne. Et je pense que le plus important dans cette stratégie anticorruption, c'est qu'il en a fait une vraie institution à Singapour depuis qu'il est devenu Premier ministre en 1959. Alors vous voyez, tout ça est spectaculaire et il est très respecté par les gens là-bas, mais ça a quand même un prix, hein, Barbara, puisque la liberté d'expression est très contrôlée par le gouvernement sur place, la presse également sous contrôle du gouvernement et les sentences sont très sévères pour ceux qui critiqueraient un peu trop les autorités. Donc voilà le prix de En revanche, autre fait remarquable dans ce pays, c'est le système économique. Absolument. Alors c'est une archipel qui a connu un système, un essor économique
absolument spectaculaire. Je vais vous donner quelques chiffres. Le PIB par habitant est l'un des plus élevés du monde. Le taux de chômage, tenez-vous bien Barbara, seulement à 2%. Ouais. C'est du jamais vu, surtout lorsqu'on compare ça en Israël ou à l'Europe. Et puis, autre chose d'assez intéressante, 95% des Singapouriens sont propriétaires de leur logement à Singapour grâce à un système centralisé par rapport au logement. Et quand on voit donc les difficultés des jeunes en Europe à acheter une maison ou un appartement, et notamment en Israël, puisque c'était l'un des sujets principaux de la campagne électorale il y a juste quelques semaines, eh bien, on se dit c'est quand même spectaculaire. Voilà, alors le détail ce soir dans Focus, donc spécial Singapour, juste après le grand direct. Merci beaucoup Daniel d'être venu nous en parler. Restez avec nous après un nouveau journal. Coup de projecteur sur ce succès. C'est une BD, ça s'appelle le Muslim Show, une BD qui traite de l'islam avec humour. Ça fait un carton mondial, planétaire sur Internet. Seulement voilà, la BD version papier vient de sortir en France et là, ça crée un malaise. On vous dit pourquoi, juste après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning, nous sommes ensemble en direct depuis Tel Aviv. Merci d'être avec nous, bon réveil, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on décrypte à présent un succès avec vous. Rudy, ça s'appelle le Muslim Show, c'est une BD qui cartonne sur Internet. Oui, et c'est Slate, le quotidien en ligne, qui nous parle de Nordin Alam. C'est un dessinateur, auteur de BD amiénois qui s'est lancé en 2009 dans le Muslim Show. Il s'est lancé d'abord sur Internet. Alors le Muslim Show, ce sont des petites histoires qui dépeignent avec humour la vie des musulmans français. Alors on y parle d'islamophobie, de ramadan, de mariage, du halal, bref tout ce qui touche à la vie d'un musulman pratiquant. Dès 2009, l'auteur qu'on voit là à gauche sur l'image, il désirait de se rapprocher de sa religion et il a lancé avec le dessinateur Greg Blondin les premières vignettes sur Facebook et le succès a été immédiat. Près de 6 ans plus tard, le Muslim Show, c'est 1 million de lecteurs quotidiens, 430 000 abonnés sur la page Facebook en français et 656 000 abonnés en anglais. Ça a fait le tour du monde, un succès tel qu'on retrouve le Muslim Show en 15 langues et que les vignettes sont très appréciées dans le monde musulman. Alors logiquement, ces vignettes ont donné naissance à des albums papier regroupant les meilleures histoires. Il y a eu un tome 1 sur le ramadan et un second sur le mariage. On regarde d'ailleurs un extrait du film promotionnel qui promeut donc un des 2 tomes, le tome consacré au ramadan. Le ton décalé, humoristique, on l'aura compris. C'est le mariage, non pas le ramadan, ouais. Là, cette petite vidéo. Alors, l'édition papier vient de sortir et c'est là où le bas blesse. Ce n'est pas du tout le succès espéré, ça se passe pas du tout comme ça s'est passé sur Internet. Oui, alors les éditions d'Argo ont fait le pari donc d'éditer l'album qui ne s'est vendu qu'à 13 000 exemplaires, ce qui est une goutte d'eau devant l'énorme succès sur Internet. Le second tome sur le mariage, lui, a été édité par les propres moyens de l'auteur. Sa maison d'édition l'a littéralement lâché. Ça marche pas du tout en version papier, pourquoi? Alors, c'est qu'il y a une polémique, c'est-à-dire que en France, parce que ça marche énormément dans le monde musulman, mais sur en Internet. France, voilà, et en France, ça ne marche pas, car quand en France on parle d'islam, on touche à un sujet sensible, et c'est ce que révèle cet échec relatif en librairie. Alors, le décalage net librairie vient aussi du fait que cette BD ne s'adresse aussi qu'à un public musulman. Alors, l'auteur s'en défend, il dit à juste titre qu'on ne fait pas autant de bruit quand une biographie sur Jésus, par exemple, sort en librairie. Ce qui est reproché à cette série de BD, le côté polémique, c'est son côté communautarisme et surtout son côté
prosélyte. Slate nous renvoie à l'article qu'on voit là du critique Sébastien Naeko, qui est un spécialiste de BD qui travaille au Monde. Il y rajoute ceci, il dit voilà, plusieurs planches relèvent clairement du prosélytisme en tentant de magnifier les vertus de la visite par exemple régulière à la mosquée et l'épanouissement qu'apporte la pratique de la prière. C'est en effet un point commun à plusieurs planches, plusieurs vignettes, mais l'auteur ne s'en cache absolument pas des accusations de prosélytisme qui sont étayées aussi par le fait que Nordim Alam travaille de plus en plus souvent avec Abu Dhabi. Il n'en fallait pas moins pour qu'on parle de promotion de l'islam au-delà d'une simple BD. Alors autre image qui peut porter à polémique, c'est par exemple ce dessin qui met sur un même plan les juifs qui quittent la France pour faire leur alia et les musulmans qui font leur hijra, c'est-à-dire l'immigration d'un pays, c'est l'immigration d'un musulman d'un pays de mécréance, un pays où on ne pratique pas l'islam, vers un pays musulman. On voit que les juifs retenus par la France, avec une France qui s'excuse alors que les musulmans, eux, sont soupçonnés de terrorisme. On notera également que la femme juive que vous voyez sur l'image est représentée avec une sorte de burqa. Donc il y a comme ça quelques vignettes, la majorité sont assez mignonnes, et puis il y a quelques vignettes qui effectivement prêtent à polémique. Voilà, qui font polémique, et surtout on sent en France un climat extrêmement tendu, surtout après les attentats de Paris, sur tout ce qui concerne l'islam. Ça explique aussi ce décalage, cette crispation française par rapport au succès complètement assumé de cette BD au Moyen-Orient. Absolument, c'est ça ce que révèle ce décalage, c'est qu'en France, le sujet est extrêmement sensible. Alors il existe, cela dit, ce genre de BD dans le monde catholique, protestant, et cela ne gêne personne, et ça prouve évidemment la crispation. Le monde de la BD vit avec son temps, et d'ailleurs aborde de plus en plus les sujets qui sont liés à l'islam. La firme américaine Marvel, qu'on connaît tous pour ses super-héros, avait même, nous dit Slate, sorti en 2014 le personnage de Kamala Khan. C'est une jeune femme originaire du Pakistan et aussi clairement de confession musulmane. Alors au-delà de la polémique, musulman ou non, les histoires font sourire. Je vous invite donc à vous rendre sur la page Facebook du Muslim Show. Il y a tous les jours des réactions à l'actualité. Vous ferez votre propre idée sur cette série de BD qui rencontre donc un grand succès. D'accord. Muslim Show, on trouvera ça sur Internet et en librairie. Merci de venir nous en parler, Rudy. Toujours au sujet de l'islam. On en vient au dernier morceau à la mode dans les pays arabes. Il est titré « Le choc des épées ». C'est un poème qui appelle à la guerre sainte par les djihadistes. Le récit de Irsan Abou Ghosh avec Daniel Campos et Sandy Fortis. Au moment où l'on pense qu'on a atteint le point de non-retour, qu'on va assister à une macabre décapitation par un terroriste de l'État islamique, le son de la persécution se transforme soudainement en musique pour faire la fête. Le nom de cet hymne djihadiste est Salil El Sawarim, le choc des épées, un hymne qui a inspiré de nombreuses vidéos virales venues remplacer les Harlem Shake et autres versions de Happy de Pharrell Williams. Il ne s'agit pas là d'hommage aux groupes terroristes, mais plutôt de parodies qui se moquent des islamistes et de leurs vidéos de propagande. L'une des plus bizarres montre les invités d'un mariage dansant dans une cage, similaire à celle utilisée par les terroristes de l'État islamique pour brûler le pilote jordanien Moaz Al-Kassabé. En quelques semaines, la chanson est devenue populaire dans le monde arabe, en Égypte, en Jordanie, en Tunisie, en Algérie, mais aussi dans les pays anglo-saxons. Parmi les nombreuses vidéos, on trouve notamment de célèbres danseuses du ventre, des danseuses du ventre amateurs, les passagers d'un bus, des étudiants, des enfants, un montage de vieux films égyptiens. La chanson est même arrivée en Israël grâce à ce vieil homme. Des parodies qui n'ont toutefois pas que des fans, certains les jugent blasphématoires, d'autres pensent qu'elles sont irrespectueuses des familles des victimes. Les motivations derrière ces vidéos ne sont pas tout à fait claires. Certaines sont considérées comme des hommages aux groupes terroristes de l'État islamique. D'autres comme une arme pour exorciser les terroristes, se moquer d'eux et les battre à leur propre jeu. Mais toutes semblent néanmoins utiliser l'humour pour célébrer la vie.
Voilà, l'humour comme arme contre la barbarie. Oui, c'est un réflexe classique et même les gouvernements s'y mettent. C'est-à-dire qu'en Égypte ou encore en Irak, les gouvernements ont commandé à des auteurs des séries comiques pour tourner au ridicule l'État islamique, l'humour restant toujours la meilleure arme contre l'horreur. Évidemment. On parle cinéma. Pour finir, Laetitia, les sorties de la semaine, on est mercredi. On démarre par l'adaptation du célèbre Nemirovsky, Suite française. Et voilà, donc Suite française, pour ceux qui ne connaissent pas ce roman ou ce film, c'est une histoire qui se situe à l'été 1940. On est en France, donc en période de Seconde Guerre mondiale. Et cette jeune femme, Lucille Angelier, dans l'attente d'avoir des nouvelles de son mari prisonnier de guerre, et elle vit du coup une existence sous l'œil inquisiteur de sa belle-mère, et l'arrivée de l'armée allemande dans leur village va contraindre les deux femmes à loger chez elle le lieutenant Bruno von Falk, un homme duquel Lucille va tomber amoureuse. On va regarder ça tout de suite en images. Sag mal Bestechung auf Französisch, Bonnet. Mir lieber, wenn Sie es als Geschenk. Jamais je ne vivrai à l'heure allemande, jamais. Vous en avez un? Oui, un officier. Bonsoir, mesdames. Le piano est à vous, j'imagine. Je vois tout ce qui se passe sous mon toit. Cet Allemand est notre ennemi. Vous comprenez, Lucille? Je n'ai rien en commun avec ces hommes-là. La seule personne avec qui j'ai quoi que ce soit en commun, non, c'est vous. C'est impossible. Der Bürgermeister verantwortlich für die Handlung seiner Bürger, das heißt... Ich bin der Vicomte, es ist unglaublich. C'est lui qui va mener la chasse à l'homme. Vous êtes la seule personne à pouvoir m'aider. Il croit que vous cachez un homme. Richter! Feuer! Si j'avais, ne serait-ce que l'ombre d'un soupçon, mon devoir m'imposerait d'agir en conséquence. Voilà donc pour Suite française. Alors je voudrais juste dire un mot sur le fait que les acteurs qu'on a l'habitude de voir parler en français dans des films qui sont d'ailleurs qui traitent d'une histoire en France, ça s'appelle Suite française, et là on les voit parler soit en allemand soit en anglais, puisqu'en fait Saul Grib, donc le réalisateur, ça faisait longtemps qu'il voulait faire ce film, il n'avait pas réussi à le faire financer de manière comme il le souhaitait. Finalement il a trouvé en France, donc il a trouvé le moyen de le faire en coproduction et de le voir à un public international. Donc effectivement, quand les personnages sont censés parler français, ils parlent l'anglais. Quand ils parlent l'allemand, ils parlent l'allemand. Quand ils parlent... Enfin, c'est un petit peu et c'est ça qui dérange un petit peu le public. Le film n'est pas forcément bien reçu par la critique, même si c'est un film qu'il faut aller voir rien que pour... L'adaptation, en tout cas, de l'excellent Suite française, qui avait reçu le prix, d'ailleurs. Exactement, qui avait le Renaudot à titre posthume, puisque l'auteur était morte à Auschwitz en 1942. Voilà, Irène Nemirovsky. Allez, on continue avec un ton beaucoup plus léger. Toujours dans la suite. Comédie de la semaine avec Richard Gere. Voilà, avec entre autres, Richard Gere, entre autres. Je disais, on est toujours dans la suite puisqu'on passe de la suite française à la suite royale. Je ne sais pas si vous étiez familière avec ce premier opus de cette, décidément, série qui s'appelle donc Indian Palace. On regarde tout de suite en image, on en reparle tout de suite après. The Marigold Hotel has been going properly for 8 months now. People who come and go, but there's been a core of regulars from the beginning, and Sunny takes a roll call every morning. A most valuable precaution to ensure that nobody has died in the night. Mrs. Evelyn Greenslade. Here. Douglas Ainsley. Yeah, I'm here. Mrs. Madge Hardcastle. Here. Norman Cousins and Miss Carol Parr. Both here. Mrs. Muriel Donnelly. What's left?
Ouais, le premier Indian Palace, c'était une vraie surprise. On en attend beaucoup du deuxième. Alors évidemment, on voit quelques gags dans cette bande-annonce qui nous ont fait nous aussi rigoler. C'est vraiment la comédie de la semaine, la comédie légère à aller voir au cinéma avec une ribambelle d'acteurs qui jouent les retraités, les retraités en Inde. Voilà, les seniors, ça marche en ce moment au cinéma. Le blockbuster de la semaine, Fast and Furious numéro 7. Voilà, on en a beaucoup parlé évidemment à la suite de la mort de son acteur principal, Paul Walker. Ça sort enfin en salle avec Paul Walker, avec Jason Statham, Vin Diesel, Gal Gadot, notre Wonder Woman israélienne. On regarde ça en images. The most important thing in life will always be the people right here, right now. That's what's real. Hello? Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Who did this? Remember Owen Shaw? This is his big bad brother. He's a Special Forces assassin. They created a monster. Voilà, donc Rudy se demandait si Paul Walker avait pu finir le film. Beaucoup de gens se le demandent. Eh bien, non, il n'avait pas pu finir le film. Ils ont réécrit le scénario et c'est les frères de Paul Walker lui-même qui ont été usés en renfort pour quelques plans, notamment des plans de dos, des plans de profil, etc. Donc, qui ont été utilisés en doublure. Et on termine par un autre film français, Benoît Jacot, qui s'attaque à des grands classiques du cinéma avec une réadaptation. Des grands classiques du cinéma, des grands classiques de la littérature, avec le journal d'une femme de chambre. On va regarder ça aussi tout de suite en images. Allez. C'est vous la Parisienne? Oui, c'est moi. D'abord, il y a de bonnes places nulle part. Il n'y a pas de mauvaises places. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Vous avez une jolie taille, une jolie figure. Il pourrait vous arriver des choses heureuses avec de la conduite. Voilà donc Benoît Jacot qui, Jean Renoir s'était attaqué déjà à ce roman, Buñuel aussi, et c'est un film qui est dans le climat, même si ça se passe dans le 19e siècle, qui est dans le climat complètement actuel à aller voir au cinéma. Beaucoup. Laetitia, merci. Rudy, merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une belle journée. Portez-vous bien.